Isabelle Defay is the Chief Operating Officer at Winbound, one of the top leading inbound marketing agencies in France. She started her career on TV, being in charge of customer relationship at Canal+, currently one of the top 5 TV channels in France. She was part of the very few people in 2004 starting experiencing content, blogging, and influencer marketing for a B2C cosmetic brand. At the time in France, inbound marketing took off. That's when Isabelle completely got on board. In 2012, Isabelle co-founded and successfully managed and developed one of the very first inbound marketing agencies in France, Pimbim. Among its clients, La Poste, Europcar, Greenflex, HomeServe, Nof, LinkedIn, UDrive, SFR Business, and Vente Privée. Today at Winbound, Isabelle provides a local response in the deployment of inbound marketing strategies, social sellings, and inbound sales strategies, and the creation of expert content. For the past few years, Isabelle and her partner, Michel Brébion, specialized in account-based marketing and launched the very first French podcast fully dedicated to ABM. Isabelle was my guest at Marketing Leaders. Alors, en fait, moi, je suis responsable commerciale chez Winbound. Donc, Winbound, c'est une agence spécialisée, experte en stratégie marketing, commercial et digital, plutôt B2B. Mon parcours, j'ai commencé en fait chez Canal+, au centre de relations clients, donc avec un parcours plutôt enclin à apporter de la satisfaction client, à professionnaliser aussi un métier parce que ça remonte à quelques années. Et en fait, on était en lien avec les abonnés de la chaîne Canal+. J'ai fait un peu plus de 10 ans en accompagnement et management des équipes. Après, j'ai monté une micro-entreprise qui s'appelle Avoir 2 enfants et qui est maman aussi. Et tu sais ce que ça représente dans une vie. Je connais, j'ai la même. Voilà. Même modèle économique, tout pareil. Je connais. C'est une start-up à part entière où tu es multitâche. Et ça a été une vraie joie. Et puis petit à petit, je suis revenue dans le monde professionnel et par un biais assez inattendu, puisque en fait, c'est une amie qui est venue me chercher, qui montait une société de cosméto biologique à base de pommes. Wow. Ouais. Et qui avait déjà en tête de travailler en s'appuyant sur le marketing digital et qui m'a dit on va faire des mini-sites très éducatifs sur la pomologie. Alors j'ai appris un vocabulaire et un monde incroyable. La pomologie, l'histoire des variétés anciennes de pommes, les actifs de fruits, etc. Et on va capter par le contenu. Et on était en 2007-2008. C'était ma prochaine question. C'était quelle année? C'était 2007-2008. Et ça a été une approche qui s'est en plus couplée avec le fait d'aller s'adresser au tout début de ce qu'on appelait les influenceuses, qui avaient des blogs et le début des vlogs aussi, puisque c'était le tout début des vidéos, de présentation de produits, etc. Et en fait, le fait de s'adresser à une audience en particulier, d'aller capter leur attention, d'apporter des contenus, etc., on a été repérés notamment par le métier, mais aussi par ces influenceuses. Et il y avait un salon international à Paris. Et la première année où ils ont fait ce prix des blogueuses, on l'a gagné grâce à cette campagne qu'on avait fait auprès des influenceuses. Quel case study, c'est génial. Ouais, c'était en fait... c'est du monsieur Jourdain, c'est-à-dire qu'on a fait du content marketing et du inbound marketing sans trop le savoir. Voilà, on n'avait pas d'outils, on n'avait pas de marketing automation, on n'avait pas tout ça. Mais ça a semé la graine pour filer la métaphore fruitière. Et en fait, je me suis formée au fur et à mesure sur ce qui était possible de faire, sur la méthodologie, les outils, les process. J'ai créé une agence avec un associé pour apporter en fait une réponse sur le marché français aux entreprises qui avaient besoin de contenu et de contenu qui ne soit pas que du contenu de référencement naturel, mais du contenu expert métier. Et après, donc, avec le conseil et l'outil
la stratégie venant toujours avant l'outil. Mhm. Et donc, on a monté cette structure, on a eu de beaux succès, on a accompagné des très belles entreprises. À un moment donné, j'ai eu envie de me recentrer sur d'autres choses, donc je suis repartie chez l'annonceur et j'ai pris une direction marketing pour me rendre compte au bout de quelques temps que non, finalement, l'agence me manquait. C'est plus mieux. Voilà, ce rythme un peu fou et surtout de nourrir cette curiosité, de pouvoir avoir plein de sujets différents d'une heure à l'autre, pour pas dire d'un jour à l'autre, c'est même d'une heure à l'autre. Passer d'une industrie à l'autre, c'est aussi Voilà. sympa. Et se J'apprécie. rendre compte qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire sur le marché français en éducation par rapport à l'inbound marketing. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai rejoint donc, Winbound, où on est un peu plus d'une trentaine aujourd'hui. On a deux piliers forts, l'inbound marketing et l'account-based marketing. On en parlera peut-être ensemble. Et on fait partie d'un groupe où là, il y a près de 400 personnes aujourd'hui, qui s'appelle ND Group, qui couvre une cinquantaine d'expertises en lien avec le marketing digital. Donc, on a une prise de parole qui commence à être importante. Et rien que le marketing digital, mais pas que marketing par le contenu ou marketing entrant, j'imagine après, c'est tout ce qui est… Tous les leviers, en fait, qui sont… Tout ça, ok. Ok. Écoute, super. Je ne savais… L'entreprise existe toujours, celle qui faisait les produits cosmétiques à base de pommes, ou elle vend toujours elle existe toujours de mémoire. Ça a été une aventure un peu folle parce que ça nous a amené jusqu'à New York à un moment donné pour essayer de trouver des distributeurs sur le marché US, ce qui n'a pas été simple. Ouais. Mais la marque était référencée aux Galeries Lafayette, chez Mademoiselle Bio, etc. Et c'était surtout un engagement en plus de revalorisation du patrimoine végétal français. Donc, je me suis lancée dans la création de contenu sur des choses étonnantes auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Écoute, je ne veux pas être déformée par un biais qui fait qu'à être dedans, on a l'impression que tout le monde en parle, etc. Je crois qu'il y a quand même une réalité qui est qu'il y a eu une prise de conscience sur le marché français où effectivement, aujourd'hui, quand tu parles d'inbound marketing, rares sont les personnes qui te disent « je ne sais pas de quoi tu me parles ». Maintenant, c'est « oui, je vois ». Il y a quelques années encore, il fallait décrypter. Ce qu'on vit aujourd'hui avec l'ABM, en revanche. Donc, l'état de l'art, il est un peu plus ancré. Je pense que la littérature qu'il y a eu, les événements qu'il y a eu, les prises de parole ont beaucoup aidé à cette prise de conscience. Le fait aussi de devoir s'adapter à un changement des consommateurs, c'est-à-dire que les acheteurs, les consommateurs, fonctionnent plus du tout de la même manière. Et quand tu sais que, notamment en B2B, tu as quasiment 3/4 du parcours de décision qui se fait avant même de prendre contact avec un commercial, si ce n'est pas toi qui qui prend la parole sur cette phase de recherche qui se fait anonymement, sans que tu le saches, on ira voir le concurrent qui, lui, donnera cette information. Donc, à partir du moment où tu as compris ça, tu dis, OK, il ne faut pas que je parle juste quand la personne prend contact avec moi, il faut que je sois présent sur l'étape qui précède. Et ça, cette prise de conscience, elle a été accentuée avec le Covid. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte… question, donc c'est très bien. Je t'avance. On s'est rendu compte que clairement, le digital, le site Internet, ça devenait vraiment aujourd'hui ton premier commercial. C'est-à-dire qu'avant, c'était écrit, ça faisait joli sur une présentation, mais la prise de conscience, elle n'était pas là. Quand tu as un dirigeant qui t'appelle en te disant « Isabelle, j'ai 200 commerciaux de terrain qui sont chez eux confinés, comment je fais ? Je ne peux plus m'adresser à mes clients, j'ai un site, mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas vraiment optimisé. Oui, on avait bien les recommandations il faut qu'on fasse le SEO, les points de conversion, qu'on ait des landing pages avec des formulaires, des choses comme ça, mais c'est un projet qui a été un peu reporté. Et puis aujourd'hui, ça devient une urgence. Donc la prise de conscience, je pense qu'elle a vraiment été accentuée par la situation de Covid. Cette nécessité de devoir s'appuyer sur d'autres leviers, de pouvoir aussi parler autrement. Aujourd'hui, on a quand même un peu plus d'écoute de la part de dirigeants, de direction marketing, de direction commerciale,
quand on dit arrêtez de parler de vous, tout le monde s'en moque, ce n'est pas vous qui intéressez, c'est la façon dont vous allez montrer que vous avez compris ce qui est attendu en face. C'est quelle est la problématique, quel est le caillou dans la chaussure en face. Et si vous parlez de ça, vous allez intéresser. Si vous arrivez en disant, vous avez vu, on était à tel endroit, vous avez vu, on a sorti tel truc, vous avez vu, on a parlé dans tel organe de presse, etc., tout le monde s'en moque, puisqu'on ne vous connaît pas, en fait, à la limite. Ce qu'on veut, c'est résoudre une problématique qu'on rencontre nous. Donc, c'est où est la solution? Ah, tiens, elle est chez vous, je ne vous connaissais pas, je vous découvre. Après, tu me donneras des éléments de réassurance. Tu sais, je suis sur pas mal de communautés ici aux États-Unis et notamment, il y a un auteur que je suis beaucoup qui s'appelle Mark Schaeffer, qui est considéré comme un vrai visionnaire du marketing. Il avait anticipé l'influence marketing alors que ce n'était même pas encore ranké dans Google. Enfin, c'est vraiment un gourou, quoi, au sens littéral du terme. Et hier, sur un des groupes sur lequel je suis avec lui, une personne partage les difficultés à être un Chief Marketing Officer aujourd'hui, un directeur marketing d'une agence. Et il démontre que vraiment, c'est un rôle qui peine à... Bon, qui est un peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre le sandwich, la direction et des sales, et qui joue un peu au ballon à droite, à gauche, qui ne sait pas trop trouver sa place. Et notamment, quand il s'agit d'agences, Marc avait souligné une chose que j'ai trouvée hyper juste. Il dit, le souci, c'est que les dirigeants et les patrons d'entreprise attendent du marketing de la vente, alors que les consommateurs attendent du marketing de l'aide. Et à mi-chemin, et j'ai trouvé que c'était super bien résumé. Ils demandent de l'aide et de l'accompagnement alors que les autres demandent des ventes. Donc, le sport du marketing, encore, que ce soit en tant que directeur marketing dans une boîte ou en agence, c'est vraiment d'arriver à concilier ces deux choses qui ont l'air quand même l'une très égocentrique et l'autre très altruiste, en vérité. C'est vrai, et tu ajoutes à ça de plus en plus une notion technologique. C'est-à-dire qu'on demande en plus à un Chief Marketing Officer d'être à la pointe de toutes les tendances du moment, à la pointe de toutes les technos du moment, à la pointe de toute la data du moment. La data, ça devient un vrai enjeu. C'est l'or noir des entreprises. Il y a énormément de choses. On en parlera peut-être tout à l'heure sur l'ABM, par exemple, la Clean Tent Data. Mais aujourd'hui, ça demande il y a un tel foisonnement intellectuel autour du métier de CMO. C'est vrai que c'est de plus en plus tendu d'être up-to-date. Oui, il faut être un vrai couteau suisse. C'est pour ça que je pense que de toute façon, il y aura une césure entre la dimension purement stratégique et le rôle de chef de proue du directeur marketing. Et à un moment donné, quand même, l'adjonction d'une équipe opérationnelle spécialiste, l'un sur le contenu, l'autre sur la data, le troisième sur je ne sais pas quoi. Mais c'est compliqué de réunir toutes ces mêmes compétences en une personne. Il y a enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a un moment donné, on est rarement à la fois synthétique et analytique, on est rarement à la fois mathématique et littéraire. Enfin, donc, ça va, mais c'est très bien, ça veut dire qu'il y aura plein d'embauches et plein de nouveaux métiers à venir. Exactement. Alors, historiquement, juste pour faire un petit rappel, c'est né d'un défi breton où en fait, il y avait Inbound à Boston. Pour y avoir participé, c'est quand même 25 000 personnes, c'est une ville dans la ville, c'est incroyable, il y a une énergie folle dans cet événement. Il y avait une bande en Espagne et en fait, on n'avait pas un événement qui incarnait vraiment la parole en France. Et Michel Brebian, donc le fondateur de Winbound, s'est dit c'est un peu dommage, allez, on va faire un événement aussi en France sur l'inbound marketing. Et pour pas que tout soit centralisé à Paris, on va faire un événement en région, un événement à Rennes et faire en sorte que les personnes consacrent une journée entière à s'informer, se former, découvrir, rencontrer, interagir les uns avec les autres sur cet événement. Donc, c'était un peu le défi lancé il y a 6 ans maintenant, parce que c'était en 2017 que l'idée a germé. Et la première édition 2018 a rencontré du succès, puisqu'il y avait un peu plus de 500 personnes qui étaient présentes sur place à cette journée. Et pour te donner un ordre d'évolution, la dernière session qu'on avait pu faire en présentiel fin janvier 2020, on était à 1200 personnes. Wow. 1200 personnes, directeurs marketing, directeurs commerciaux, dirigeants d'entreprises, etc.
dans un lieu en plus incroyable qui s'appelle le Couvent des Jacobins à Rennes. Donc c'est, tu imagines, un cloître ancien avec un mix entre l'histoire et la technologie pour recevoir de l'événementiel et tout. Enfin, c'est des journées incroyables. Et donc, on a refait cette année, ça vient de se dérouler là, le 21 juin, on a refait à nouveau en présentiel cette année. On était prudent au regard de la situation, donc on a misé sur un volume de 800 personnes qu'on a atteint. Donc, on était ravis de voir que l'engouement était toujours là. Les sujets ont évolué, c'est-à-dire qu'autant sur les premières années, c'était extrêmement didactique sur les basiques de l'inbound, le content marketing, le référencement naturel, les outils de marketing automation, etc. Mais très éducatif pour le coup. Voilà. Démarrer, ouais. Là, cette année, on est allé jusqu'à des conférences sur le métavers, sur la NFT, sur la data, sur le slow marketing, etc. Et, enfin, sur la sobriété éditoriale et sobriété numérique. Enfin, on a vraiment élargi les sujets. C'est des bons concepts marketing, ça, la sobriété éditoriale. C'est tout un programme, ça. Ouais, je te conseille d'ailleurs l'ouvrage de Ferriol Lespinasse. Il y a eu une conférence avec Heidi Vincent aussi qui a écrit un livre sur le slow en entreprise. Et ça vient bousculer en fait des convictions qu'on a eues pendant certaines années où il fallait faire du volume, la quantité versus la qualité. Et aujourd'hui, de se dire on peut réellement faire mieux en faisant moins. Non, mais ça, moi, je suis convaincue depuis des années déjà. C'est des choses que j'applique enfin, ça, aux États-Unis, typiquement sur ce sujet. J'ai fait une interview il y a 1 an de ça, à peu près, d'Andy Crestodina. Je ne sais pas du tout si tu le connais, mais c'est vraiment un des meilleurs marketeurs aux US. Il a une agence extraordinaire. Et lui, c'est le meilleur prof de marketing digital que j'ai eu. Je te dis franchement, pourtant, je mange du livre marketing, j'en interviewe beaucoup et tout. Il est vraiment spécial. Et une des choses qui s'est constatée, je pourrais même donner des exemples de blogueurs qui ont vendu leur boîte des millions de dollars sur cette seule idée. Aujourd'hui, oublie les « faut écrire 3 fois par semaine », oublie les « faut des rendez-vous éditoriaux fixes avec ton audience », oublie les ne parle que si tu as quelque chose à dire. Non, tu crées un contenu, tu fais un truc qui est exceptionnel, approfondi, détaillé, fouillé, circonstancié, avec des sources et en général basé sur des données. Ça, c'est évident parce que c'est ça qui apporte véritablement quelque chose à ton audience et à l'Internet en général. Et il n'y a que ça qui marche aujourd'hui. C'est la meilleure façon de créer du backlink, c'est la meilleure façon de créer des mentions presse, c'est la meilleure façon de travailler avec des influenceurs, de ressortir sur les réseaux sociaux. Enfin, et c'est du tout en un, en fait. Et ça, c'est sûr qu'il y a une évolution de Google qui a dicté quelque part ces choses-là avec de gros changements algorithmiques qui font qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore percuté là-dessus, bah, c'est compliqué. Ils font un peu du blogging comme il y a quelques années. Ouais, et c'est plus comme ça que ça marche, quoi. Là-dessus, je suis bien en phase. Et donc, c'est les conférences qui ont plu beaucoup, beaucoup, beaucoup à Inbound. Ça fait partie des conférences qui ont créé une réaction. Une réaction qui a pu être mais attends, si on fait moins, comment est-ce qu'on va encore être visible, par exemple, ou de dire c'est très joli sur le papier, mais on a un enjeu économique en face de ça. Est-ce que réellement on va pouvoir atteindre des objectifs économiques et de survie d'entreprise, d'autant plus dans le contexte actuel pour certaines, en se donnant pour vocation de faire moins. Donc, c'est venu bousculer ça. Et pour d'autres, de se dire, mais oui, il y a une réalité, un enjeu aussi RSE, de se dire, bah, peut-être que je ne vais pas prendre la parole pour prendre la parole, mais prendre la parole au bon moment, auprès des bonnes personnes, et pas juste parce que j'ai un calendrier édito qui est fixé. Et bien justement, j'allais te répondre sans vouloir détourner la réponse, mais de dire, en fait, c'est celui qui plaît à l'audience. C'est-à-dire que sur les années, en fait, où j'ai pu accompagner des entreprises vraiment sur des sujets mais extrêmement différents, auprès d'audiences extrêmement différentes, sur des tailles de marché extrêmement différentes,
tu ne peux pas arriver en disant « il faut que vous fassiez ça ». Parce que ça peut ne pas s'appliquer au marché, aux cibles ou au timing. Donc, pour moi, il n'y a pas de bon format, il n'y a pas le format absolu. Le format absolu, c'est celui qui va convaincre l'audience dont tu cherches à capter l'attention. Un jour, j'avais quelqu'un qui m'avait contacté en me disant « je vous appelle parce qu'il paraît qu'il faut que je sois sur Instagram ». J'ai dit « ok, mais pourquoi ?» Il me dit « je ne sais pas, il paraît que c'est la tendance, il faudrait que je sois sur Instagram ». Et en creusant un peu le sujet, je m'aperçois que son marché s'adresse à des propriétaires d'immeubles d'un certain niveau d'investissement, etc. Je dis « mais vous êtes sûr que votre audience est sur Instagram ?» Il dit à réfléchir « non, mais il paraît que c'est la tendance ». Et en fait, le biais, il est là, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est une tendance qu'il faut y aller aveuglément et sans bon sens. Si mon audience est sur Instagram, j'ai toute pertinence à y être. Mais s'ils n'y sont pas, je vais parler dans le vide. Je vais me faire plaisir à moi, je vais être dans le Vanity Metrics, mais encore Metrics de rien d'ailleurs. Mais voilà, ça ne marchera pas, quoi. Ça ne marchera pas. Donc, sur les formats de contenu, tu vois, ça me fait sourire parce que j'ai parmi mes connaissances des personnes qui sont dans le monde du podcast depuis 2007 en France. Autant te dire qu'en lançant une société de podcast en 2007, le time to market n'était pas là du tout. Aujourd'hui, ça explose. Ouais. Aujourd'hui, ça explose. Mais de la même façon, je fais des podcasts si mon audience est là et si ça correspond à quelque chose où je me dis là, il y a une pertinence. Donc, oui, le podcast explose en France, la vidéo explose. Pour autant, le contenu, en fait, tu sais, c'est comme quand tu vas au ciné et que tu peux passer 3 heures sur un film parce qu'il est génial. Soit tu te fais une série de 20 minutes sur Netflix, soit tu vas au ciné pendant 3 heures parce que c'est génial. Soit tu lis un article très court, soit tu vas lire un pavé de 800 pages et tu vas prendre le même plaisir. Du moment que ça répond à ce que tu recherches, à la limite, peu importe le format et peu importe le volume. Alors, la solution pour une personne qui se poserait la question de savoir quel format est le plus adapté pour moi, c'est de commencer par analyser l'audience. Pour moi, c'est ça. C'est le vrai retour sur investissement, pour moi, c'est de savoir d'abord à qui tu parles. C'est-à-dire que je ne peux pas, quand j'accompagne une entreprise, je n'ai pas un truc sur étagère où je dis attendez, je vais vous mettre un peu de ci, un peu de ça, secouez bien, et puis vous allez voir, ça va marcher. Je ne peux absolument pas fonctionner comme ça. Pour nous, ça passe par une phase d'analyse importante pour pouvoir ensuite déployer la stratégie la plus adaptée. J'avais écouté un podcast, je ne sais pas si tu connais Flip My Funnel, proposé par Terminus. Il y avait une interview de, je cherche son nom, Adèle Revela, l'Institut Persona. Je l'ai interviewée, si ça t'intéresse. C'est vrai? Écoute, j'ai une heure d'interview avec elle. Parfait. Elle est top. Et j'avais adoré, en fait, elle avait expliqué, alors c'est peut-être le même cas, elle avait expliqué le cas Caterpillar, où elle explique arriver dans la structure à un moment donné, et ils sont avec un truc improbable de 18 personas posés sur la table, parce que c'est Global Project, donc c'est sur le monde entier, et ils sont en train de faire jusqu'à des personas par pays, etc. Et elle arrive et dit « Non, vous êtes en train de vous égarer. » Quoi, l'usine à gaz, là? L'usine à gaz. Et en fait, elle travaille avec eux et elle ressort avec 2 personas pour tous les pays. Un persona hyper informé, qui sait ce qu'il veut et qui veut juste comparer les produits, et un persona novice qu'il faut complètement éduquer, prendre par la main et amener petit à petit vers une décision. Et en fait, elle t'explique tout au long de l'interview pourquoi ça paraît simpliste, mais pourquoi c'est en fait le plus efficace et le plus adapté. Et pour moi, le meilleur conseil de retour sur investissement, c'est ça. C'est d'abord se demander qu'est-ce qui est attendu en face pour créer la bonne stratégie de content marketing, d'inbound marketing ou d'account-based marketing pour aller capter cette audience-là. Mais si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, ce qu'ils cherchent, comment ils le cherchent, où est-ce qu'ils le cherchent, avec qui ils le cherchent, de quelle façon et quel type de questions ils se posent,
tu vas faire ce que tu penses, toi, de manière empirique, être la bonne solution, on risque de te planter. Eh ben, écoute, je trouve que ça me parle carrément. J'ai fait une 30aine d'interviews à ce jour et ils disent quasiment tous la même chose que toi. Donc, c'est vraiment édifiant. En tous les cas, quand tu leur demandes par quoi, quel est le plus important, tu sais, des questions un peu génériques qui seraient, en apparence, ont l'air généralistes, mais qui, au final, sont un peu des guidelines quand tu démarres quelque chose. Pour la plupart, ils disent tous commencer par analyser, faire des recherches et analyser votre audience. C'est le début de tout. Maintenant, tu vois, je n'avais pas prévu de te poser cette question, mais ça m'y incite. Moi, ce que je décèle aux États-Unis, c'est qu'il y a une sorte de rejet un petit peu de la méthode traditionnelle des personnages. Je ne parle pas doigt mouillé, hein, je le lis tous les jours, je le constate, j'ai eu des interviews avec des gens qui l'évoquent et qui ont même été jusqu'à créer des outils qui pallient à ces histoires de personnages. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est très cher à faire quand tu veux le faire bien. Adèle Rivella, je la trouve formidable, mais elle a vendu son business des millions de dollars et elle n'avait pas de clients en dessous d'un certain nombre de centaines de salariés, hein, c'est clair. Donc, c'est sympa, c'est le Content Marketing Institute, HubSpot, tout ça, qui ont essayé de démocratiser un peu l'approche, mais du coup, ce n'est pas super bien fait. C'est moins affiné, c'est typiquement un peu scolaire, et donc ça débouche à des histoires complètement idiotes du type « j'ai 15 personnages pour une boîte sur une niche », tu vois, des trucs qui ne sont pas très réalistes. Et du coup, il y a plus aujourd'hui une analyse de l'audience, mais pas tant par le biais des personnes ou des profils de cette audience, mais plutôt parce que lit cette audience, les podcasts qu'elle va écouter, les chaînes YouTube qu'elle va suivre, les médias qu'elles vont suivre. Et ça, tu as des outils comme par exemple celui de Rand Fishkin qui s'appelle Sparkle. Qui était d'ailleurs présent à une La première édition, je me souviens, à une édition, ouais. Ben, moi, je l'ai eu l'année dernière, on a fait une interview, il y a plusieurs mois, et on a beaucoup parlé de son outil de recherche d'audience parce qu'il venait de le lancer. Et au final, moi, je te dis la vérité, je l'utilise tous les jours. Alors, il n'est pas encore en France, mais je ne fais plus de personnages et j'utilise ça tous les jours. Et ça me donne une mine d'or, à la fois d'informations sur le profil des gens qui sont mon audience, mais aussi d'une pierre deux coups, de ceux avec lesquels j'ai envie de faire de partenariats influenceurs. Mais je vais dénicher des chaînes YouTube qui ont peut-être, allez, je ne sais pas moi, 5000 abonnés, mais qui disent exactement ce que je veux dire, ou les contacter en 2 clics email, on a déjà fait le deal, ils me rédigent le contenu, on a une parution, on a des liens, ils ont des newsletters hyper qualifiés. Je veux dire, j'en fais 10-15 comme ça, mais j'ai déroulé ma stratégie et ça m'aide énormément, beaucoup plus que les personnages où je le dis franchement, moi, je trouvais que c'était, on ramait, quoi. Donc, c'est hyper important, je suis en phase complètement avec toi sur l'audience. Après, je trouve que sur la façon de gérer et de déceler cette audience, il y a des évolutions. Je ne suis pas assez affiliée au marché français pour savoir comment ça se passe, mais en tous les cas, c'est ce que j'ai constaté aux États-Unis. Il y a des évolutions. Après, nous, on est vraiment principalement sur du B2B. Ouais. Et il y a encore des données qui sont pas encore tout à fait accessibles. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur certains marchés très niches, il n'y a rien de tel que d'aller chercher l'information à la source, c'est-à-dire d'interviewer. Nous, on ne fait que des interviews. On va interviewer des personnes en direct et c'est là que tu vas faire une quinzaine d'interviews pour aller trouver des éléments qui regroupent. Et après, sur l'état, en fait, il y a des choses que tu ne peux pas trouver en termes de data, c'est l'état de réflexion et qu'est-ce qui fait passer d'une étape à l'autre. Qu'est-ce qui fait que tu vas commencer à te rendre compte de la situation, qu'est-ce qui fait que tu vas essayer de chercher des solutions, etc. Ces éléments-là, si tu ne les reçois pas de la part d'un prospect ou d'un client, c'est compliqué d'aller les chercher. Ce n'est pas un outil qui te les donnera. Donc, il y a quand même encore une finesse humaine qui est importante. Après, on a travaillé, notamment pour la Poste, on a travaillé avec un de nos partenaires sur de l'IA pour aller chercher de l'expression de besoin en ligne, c'est-à-dire de crawler des milliers de contenus et d'aller chercher des clusters en fait, d'audience. Qu'est-ce qui s'exprime en ligne qui révèle en fait un besoin, qui révèle un sujet d'appétence. Quel outil tu utilisais pour ça? C'est un partenaire avec qui on travaille exclusivement, qui nous apporte ces solutions-là. Ah, donc c'est un outil propriétaire, ce n'est pas une plateforme française encore. Okay. Exactement.
Il y a beaucoup de ça en France. On ne les connaît pas, du coup, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Bon, alors, on va passer à juste quand même l'account-based marketing. Je ne sais même pas comment on dit en français. L'ABM, c'est… L'account-based marketing, on parle d'ABM, ouais. Bah, écoute, pour être schématique, si tu reprends l'inbound marketing, tu mets à disposition un contenu dédié, travaillé pour une audience, tu le mets à disposition et les personnes viennent se nourrir et entrent ensuite dans un process de nurturing jusqu'à les accompagner à une décision d'achat. Donc, en gros, si on garde toujours cette image de pyramide ou d'entonnoir, ton entonnoir, il est dans ce sens-là. Tu as un volume conséquent de personnes qui viennent se nourrir de ton information. Parmi celles-ci, il y en a certaines qui seront intéressées, que tu vas qualifier d'un point de vue marketing. Elles ont consommé ton contenu. Il y a une opportunité commerciale, donc les taux se resserrent. Parmi ces personnes que tu as qualifiées d'un point de vue marketing, elles sont qualifiées d'un point de vue commercial. Et puis, ça fait naître une opportunité. Donc, ton entonnoir, il est dans ce sens-là. L'account-based marketing, tu inverses, d'où le flip my funnel. Tu inverses en fait ton entonnoir. Et c'est toi qui vas décider, tu t'offres le luxe de décider avec qui tu veux travailler. Alors, soit nommément, je veux travailler avec telle entreprise A, B, C et D, ou un secteur d'activité ou des fonctions métiers. Donc, tu cibles différemment, c'est toi qui choisis, et après, tu vas créer une expérience de contenu qui fait que tu vas aller capter leur attention et tu vas les emmener, pareil, dans un parcours. Tu pars de l'objectif, en fait. Tu pars de l'objectif. Et on parlait des personas. En ABM, tu vas avoir plutôt l'ICP, l'Ideal Customer Profile. C'est-à-dire que là, c'est l'entreprise type avec qui je voudrais dealer. Là où c'est génial en ABM, c'est qu'en fait, tu fais preuve d'énormément de créativité. Pourquoi? Parce que souvent, tu es sur des deals à panier moyen assez élevés, sur des cycles de vente plutôt longs, des cercles de décision étendus. Tu peux avoir des dizaines de personnes qui entrent dans cette décision-là. Et souvent, des audiences difficiles à capter. Ils sont sursollicités, ils n'ont pas le temps, ils sont très chassés, ils ne sont pas présents sur les réseaux, ou en tout cas, ils n'interagissent pas, ils sont un peu en shadow, tu n'arrives pas à entrer en contact, etc. Donc, il faut faire preuve d'énormément de créativité pour aller au-delà, casser ces barrières-là. Donc ça, c'est génial, c'est hyper enthousiasmant de défricher ces terrains-là, tout en étant toujours sur les valeurs de la proposition de valeur que tu as, en fait. Donc, l'account-based marketing, c'est effectivement créer une campagne basée sur du contenu qui peut presque aller, pour certaines approches extrêmement personnalisées, à un compte cible égale une campagne. On est sur de l'orfèvrerie, on est sur du marketing hyper ciblé. Alors, c'est super, et je crois grave à ça. Et de fait, je vais te dire, moi, je le fais souvent. C'est-à-dire que maintenant, je vais à l'essentiel. C'est avec certains clients, je dis, bon, c'est quoi la target idéale, quoi? Le rêve absolu, c'est qui? Voilà. Bon, on va essayer de… Comme le budget, en général, n'est pas à l'infini, je dis, il y a deux options. C'est soit on vise large et on essaye d'avoir du nombre, soit on se concentre sur la super target. Et quasiment tout le budget qu'on a, on l'alloue à essayer de susciter l'intérêt, déclencher la conversation, se faire remarquer, faire un webinaire top qui réponde pile poil à la problématique de tel client. Ouais. Alors, c'est génial. Si un entrepreneur veut démarrer comme ça, avec de l'ABM, c'est quoi les 3-4 étapes vraiment hyper pratiques par lesquelles il démarre, quoi. Il entend cet entretien, il se dit ce truc est génial. C'est quoi la première chose qu'il fait? Bon, il appelle Winbound. Il appelle Winbound. Juste par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, il y a même une alternative à un entre-deux qui est intéressant, c'est de mixer les deux. C'est-à-dire de ne pas se priver de pouvoir faire quand même de l'inbound en même temps. C'est-à-dire que tu as ta target cible, mais ne pas se priver d'être quand même présent dans une approche inbound, de faire venir du monde, parce que tu as besoin des prescripteurs en interne, des influenceurs. Et ceux-là, même si tu ne les cibles pas dans ta campagne, le jour où ils viennent, ils ont entendu parler de toi, ça a bruissé à un moment donné, ils ont besoin de se renseigner, ils vont venir sur ton site et ça n'empêche pas de les rentrer dans une approche plutôt inbound. Donc, les deux sont intéressants à mixer. Pour répondre à ta question, on le fait rarement, mais je vais dévoiler un peu la méthode propriétaire qu'on a. On a de la chance, c'est le cadeau. La chance, c'est ça, c'est cadeau. En fait, on a une méthodologie propriétaire qu'on a appelée Aim and Go. Aim,
ciblé. Visé. Voilà, visé. Et démarqué. En fait, AIM, c'est Account Intelligence Message. Et tes 3 piliers de démarrage, ils sont là. C'est qu'est-ce que je sais du compte. C'est canon. Dedans, il y a beaucoup Ouais. de méthodologies, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais en gros, c'est qu'est-ce que je sais du compte, quelles informations, quelle intelligence business j'ai. Mhm. Ça peut aller jusqu'à des données comportementales. Tu parlais tout à l'heure d'écouter des podcasts, de regarder, etc. Mais on va jusqu'à chercher ces informations-là parce que quand tu veux aller toper un décideur clé, que tu arrives en disant j'ai entendu ou j'ai vu que dans telle interview que vous avez cité tel enjeu, etc., la personne se dit ah ouais, là, ils ont pris du temps pour aller trouver ces informations. Donc, Account Intelligence. Et après, c'est Message. C'est quels sont les axes de communication que je construis, quelle expérience je vais offrir tout au long d'un cycle qui en plus est long. Donc, souvent, je suis sur plusieurs mois de campagne. Et comment est-ce que je renouvelle à chaque fois et comment est-ce que je prends par la main et comment est-ce que je vais vraiment capter l'attention de la meilleure manière. Et après, Go, c'est toute la partie opérationnelle. Et là, en général, alors ça, c'est super. La partie la plus compliquée par rapport à AIM, c'est quoi? La partie intelligence? Celle où vraiment on commence à rentrer dans le dur. Je dirais que c'est Message. C'est-à-dire que tout ce qui est Account et Intelligence, c'est des informations qu'on peut trouver. Message, ça fait appel à la créativité. En fait. Et il faut développer sur la base de… C'est ça. C'est en fait à partir des informations que j'ai sur l'entreprise en général et après sur les personnes. C'est une fois que j'ai ça, je sais à qui je veux parler, je sais de quoi je veux parler, mais comment est-ce que je relie les deux? Et comment est-ce que je vais surtout capter l'attention? Je prends un exemple, on l'a souvent cité avec Emmanuel Servet, qui a été CMO chez Woodrive, et on a fait plusieurs conférences ensemble. Je trouvais la campagne qu'elle avait montée absolument démonstrative de ça. Elle s'adressait à des DSI qui ne connaissaient pas l'entreprise, DSI hyper difficile à capter, toujours sursollicité, il n'y a pas un matin où il n'y a pas une boîte qui veut travailler avec eux, etc. Imagine-toi qu'elle a fait envoyer une box, comme quand tu reçois tes colis Amazon, une box anonymisée dans un premier temps, tu ouvrais et tu avais à l'intérieur une bougie parfumée, un mug chauffant, une enceinte connectée, un petit masque réfrigérant pour les yeux et tout. Le truc complètement improbable pour un DSI. Le mec se dit, ils se sont plantés, c'est pour qui? Pour moi, quoi. Avec un petit flyer qui disait, allumez la bougie, faites-vous un petit thé, mettez la musique. On vous a d'ailleurs prévu une petite playlist. Mettez le masque, détendez-vous. Tout ce qui est compliqué, c'est notre métier, on s'en occupe pour vous. Oh, c'est top. Génial. Ouais, Génial. top. Et ça, c'était le door opener, envoyé donc physiquement, difficile à mesurer. Donc, tu sais que tu te prives d'une partie de l'information, mais qui était la porte d'entrée à toute la campagne digitale qui suivait. Et là, tu avais 3-4 mois de campagne digitale avec des choses mesurables, inscription à un webinaire, téléchargement de livre blanc, inscription à un événement, visionner une vidéo, un jeu en ligne, etc. Et tous ceux qui s'engageaient en fait avec la marque en suivant et en acceptant de recevoir des informations, montaient en grade dans l'outil marketing automation, étaient scorés et les plus engagés passaient au commerce. C'est canon. Top. C'est super mais parce qu'en fait, ça montre comment tu peux utiliser l'offline pour amener au online. Et c'est ça le plus dur, en fait. Exact. Mais on a fait un livre blanc sur le print et le digital. En France, le print revient parce que, déjà, tu reçois quasiment plus des factures et encore quand elles ne sont pas dématérialisées. Et l'émotion du print, l'émotion positive du print, elle est indispensable dans ce genre d'expérience. Quand on dit ABM expérience, marketing, c'est un peu galvaudé quand on dit account-based marketing parce que ce n'est pas que du marketing. Donc, tu as aussi ABE qui existe ou ABX. Mais on joue vraiment, on va chercher de la vente émotionnelle. On va rechercher de l'humain au cœur de tout ça. Ouais, c'est ce que nous a appris notamment le Covid. C'est qu'à un moment donné, exactement ça. 2 ans de digital privé de relations humaines, il n'y a rien de mieux qu'un café en terrasse pour aller papoter. C'est exactement ça. Mais juste pour revenir sur cette campagne, pour moi, elle est emblématique parce que ils auraient pu faire des trucs hyper classiques. Tu vois, d'être dans le discours anxiogène, attention, les ransomware, attention, la sécurité, cybersécurité, etc. Ils sont spécialisés dans la
sécurisation des données dans le cloud, le truc Le truc le plus pas boring hyper de la funky. Terre. Voilà. Ok. Tu arrives avec un discours qui est regarde, tu as une box un peu girly, limite, avec le petit truc, le petit machin, J'allais te etc. dire, c'est très féminin comme idée. Mais ouais, mais Sans sexisme de l'autre côté. Hein. tu viens bousculer, en fait, tu viens forcément capter l'attention et c'est le point de départ de tout le reste. Donc, cette créativité, elle est géniale. Et tu as plein d'exemples comme ça. On a travaillé avec la Poste justement sur des campagnes pour aller recapter l'attention de la grande distribution avec des choses envoyées en print et autres. Ça fonctionne. Et même pendant le Covid, tu arrives à sensibiliser les personnes à dire est-ce que exceptionnellement vous seriez d'accord pour nous donner votre adresse personnelle parce qu'on doit vous envoyer quelque chose. Les personnes disent ouais, pas de souci. Le truc improbable. Top. Des trucs que tu n'arrives jamais à faire par Internet. Non. Jamais, quoi. Non, mais bon, il aura quand même fallu 20 ans et quelques années d'Internet pour s'apercevoir que c'est bien les rapports humains normaux. C'est bien. Et la vente, on parle B2C, B2B, etc. La vente, c'est avant tout de l'humain à l'humain. Hein. Même quand tu es entre deux grosses boîtes, c'est un humain qui achète un humain, qui signe, tu vois. Mais tu sais, ça me fait penser, c'est très bêtement, hein, mais ce proverbe, enfin, cette histoire ridicule où il y a un type qui se tape la tête contre les murs, qui va voir son médecin et qui dit, vous savez, quand je me tape la tête contre les murs, ça me fait hyper mal à la tête. Le médecin lui dit, j'ai le bon remède pour arrêter de vous taper la tête contre les murs, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. C'est tellement évident qu'on l'a pas oublié, on l'a oublié, quoi. Mais bon, écoute, c'était super exemples. En fait, l'intérêt, c'est que tu as déjà plusieurs niveaux d'ABM différents. C'est-à-dire que tu as l'ABM ultra ciselé dont on parlait tout à l'heure, l'orfèvrerie, c'est-à-dire que tu as presque une campagne par compte. Là, tu sais déjà que tu vas aller chercher des paniers moyens hyper élevés. C'est-à-dire que nous, on a des clients, un compte, c'est plusieurs millions et plusieurs années de collaboration. Donc, autant te dire que le budget qui est déployé pour aller chercher ces comptes-là, il est à la hauteur de ce qu'ils vont chercher. Et donc, tout est relatif, c'est-à-dire que c'est plus un ratio qu'il faut considérer, c'est de dire jusqu'à quel pourcentage j'accepte de mettre sur la table pour déployer une campagne au regard du compte que je vais aller viser. C'est plus dans cette notion-là. Parce que de l'autre côté, tu peux avoir donc l'ABM, ce qu'on appelle one-to-one hyper ciselé, l'ABM one-to-few, où tu vas t'adresser à un secteur ou un ensemble de personnes qui ont les mêmes problématiques. Et après, tu as l'ABM one-to-many, où là, tu peux aller toper 1 millier de comptes en programmatique. Donc, les budgets ne seront pas les mêmes. Pour te donner un ordre d'idée, un compte, tu peux déjà mettre en place des campagnes pour entre 3 500 et 5 000 euros par compte quand tu es en one-to-one. Après, c'est pas une réponse de Normande, mais tout dépend ce que tu vas… Est-ce que tu as déjà du contenu à disposition ou est-ce qu'il va falloir que tu crées from scratch? Est-ce que tu as déjà un outil ou pas? Est-ce que tu as une bonne connaissance du compte ou pas? Enfin, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Après, il ne faut pas que ce soit une mode. C'est pas, comme on disait tout à l'heure avec Instagram, c'est pas parce que tu vois qu'il y a ton voisin qui fait de l'ABM qu'il faut que tu te lances. Les questions à se poser, c'est est-ce que c'est pertinent pour moi? Est-ce que, comme on le disait tout à l'heure, je vends sur des cycles de vente extrêmement longs? Est-ce que j'ai plusieurs personnes à convaincre en face? Est-ce que j'ai des paniers moyens élevés? Si ce n'est pas le cas, fais de l'inbound ou carrément de l'offline. Enfin, en tout cas, mais considère les critères d'éligibilité ou pas. Tu sais, ce que je trouve brillant dans cette approche, c'est que de fait, ça impose quand même, je pense à un marketeur quand je t'écoute qui s'appelle John Jens, qui est un peu le Seth Godin des petites entreprises. Et il a écrit un bouquin qui est un best-seller, je l'ai interviewé aussi, qui s'appelle Duct Tape Marketing. Et il a une originalité dans son approche. Il dit toujours la stratégie avant les tactiques. Ça a l'air bête, mais c'est tellement ça. Et en fait, ce que tu expliques là, ce qui est essentiel dans la phase stratégie, ce qui souvent est zappé, il faut bien le dire, parce qu'on dit genre, la stratégie, c'est du jus de cerveau, moi, je veux faire de l'Instagram et je veux faire du YouTube, c'est d'avoir bien identifié ses clients potentiels. Ça, c'est la phase mais fondamentale. Et ce que ça implique finalement, l'ABM, et ce que tu dis aussi par rapport au budget, c'est qu'à partir du moment où tu as bien fait le job en amont de déterminer qui était ton vrai client, celui vraiment qui peut changer l'avenir de ton business, qui peut faire basculer ta boîte dans le vert complet, c'est quand même un travail sur pas se louper sur ses clients. Et franchement, moi, c'est quelque chose que j'ai constaté souvent. Il y a des entreprises qui se trompent sur les clients idéaux qu'elles pourraient avoir.
Tu vois ce que je veux dire? Qui se laissent berner par le fait que ce soit une grosse boîte, alors que peut-être c'est 3 petites boîtes qui sont plus de niche, qui feront bien l'affaire plutôt que le gros compte qu'il va falloir 12 mois pour atteindre. Et ça, ce que je trouve génial dans cette approche, c'est que quelque part, si tu ne veux pas t'envoler au niveau budgétaire, si j'ai bien compris ce que tu dis, il faut que tu aies bien fait ce travail en amont de savoir qui est ton client idéal. Ça, et puis pour corroborer ce que tu disais, un exercice intéressant, donc on a une méthodologie d'atelier de définition d'ICP. On peut dire, non mais c'est bon, mais mon ICP, je sais ce que c'est. Et en fait, quand tu poses la méthodologie, parfois tu viens contredire en disant, vous n'êtes pas prêt. Regardez par rapport à votre portefeuille actuel, par rapport aux clients que vous avez aujourd'hui, et ce que vous visez en données firmographiques, en données technographiques, ce que vous pensez être votre ICP. Certes, c'est ambitieux, c'est très valorisant pour vous, mais vous n'êtes pas prêt. Votre marché, il est plutôt là. Acceptez d'avoir une marche à monter supplémentaire, mais qui va être bénéfique pour vous. Et de la même manière, sur le temps, oui, tu as des enjeux économiques, et c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'on développe aussi toute une batterie d'offres quick win, parce que tu ne peux pas avoir le luxe d'attendre que toute ta stratégie soit posée. Donc, on travaille en parallèle. C'est qu'on a un travail de fond, mais on met déjà en place des choses pour lancer une machine. Mais tout le travail de fond, il est indispensable. Et quand tu as quelqu'un qui te dit, OK, mais ça, on ne peut pas raccourcir un peu, on peut pas squeezer un peu. Ouais, tu peux squeezer. Tu vas marcher un peu moins bien après. C'est comme si tu avais des tongs. C'est un peu la métaphore que je prends souvent, c'est tu as des tongs et tu veux faire l'Everest. Ça peut, c'est un peu plus compliqué. Donc, autant aller chercher des bonnes chaussures. Sur les clients qu'on a accompagnés, les premiers résultats pour certains, c'était dans les 6 mois. OK. C'est-à-dire que en ayant bien travaillé la connaissance du compte, l'intelligence commerciale, en allant chercher vraiment des données clés différenciantes, en travaillant bien ces messages et ces axes de communication, en 6 mois, on avait déjà des résultats. On parlait de la Poste tout à l'heure. La Poste avait, pareil, on a fait quelques conférences avec Michael Flottrebuet, donc je me permets d'en parler sans difficulté. Mais la Poste, ils étaient sur des comptes coffre-fort, c'est-à-dire que c'était des comptes impossibles pour eux à aller craquer jusqu'à présent. Et entre le travail qu'on a fait avec l'IA pour aller confirmer les problématiques, des expressions de besoins, la création après des axes de communication qui s'appuyaient sur toutes les données qu'on avait en amont, de mémoire, ils ont réussi à entrer dans 11 ou 12 comptes, en tout cas d'avoir des rendez-vous avec 11 à 12 comptes clés des décideurs stratégiques dans ces comptes-là, sur les 22 qui avaient été identifiés. Waouh. OK, donc c'est vraiment très efficace. Maintenant, quand tu dis qu'on commence à avoir des résultats, c'est résultats break-even limite ou bénéficiaires quand même? C'est des résultats. Alors, c'est intéressant ta question. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est les KPI. Les KPI, c'est hyper important de les poser en amont. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on se fixe ensemble, déjà au cœur de l'entreprise et avec la structure qui va t'accompagner, que ce soit un consultant ou une agence, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif ensemble? Parce que quand tu arrives et qu'on te dit, je veux faire de l'ABM, et tu dis, OK, quels sont vos objectifs sur l'année? Quand tu dis, ah, mais Ouais. comment veux-tu qu'on mesure si ça marche ou pas? C'est la formulation que j'adore aux États-Unis, c'est What does success look like? À quoi va ressembler le succès? C'est ça. Donne-moi un portrait robot. Sinon, c'est C'est sûr. ça, parce que sinon, et quelque chose qui soit vraiment mesurable, parce que c'est crucial. Souvent, tu passes par des étapes de POC, parce qu'effectivement, on démarre quand même un peu hein, sur le sujet en France. L'account-based marketing n'est pas nouveau en soi. On a remis une couche marketing, on a remis, et c'est un vrai luxe, la puissance du digital sur des choses qui existaient déjà, mais on est quand même encore aux prémices sur pas mal de choses. Mais on a besoin de passer souvent par une étape de POC, mais il faut donner un objectif et une mesure à ce POC pour pouvoir dire « Ok, ça fonctionne, je vais pouvoir ensuite scaler ».
Mm. Mais cette étape de quel objectif on se fixe, elle est cruciale. Cruciale. Il y a une écoute croissante, on va être très honnête, hein, c'est une première série, donc effectivement, on a beaucoup travaillé sur le sujet. On avait sorti un baromètre aussi de la Account-Based Marketing à la session précédente d'Inbound Marketing en 2021, sur laquelle on avait travaillé aussi. Il y a comme on le disait tout à l'heure, une vraie prise de conscience. On est entre 250 et 300 écoutes par mois. Donc, c'est modeste, mais c'est quand même en train de, tu vois, Oui, mais de c'est monter. super qualifié. C'est extrêmement qualifié. Il y a encore peu de personnes, peu de prise de parole sur le sujet en France. On est quelques confrères et néanmoins amis à se positionner sur cette offre. Et c'est vrai que il y a encore tout un travail d'éducation. On a voulu en fait proposer ce podcast pour aider à la compréhension, pour défricher et amener effectivement non seulement cette notion éducative, mais aussi ce partage d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a même parfois des marketeurs qui ignorent qu'ils font en fait de la BN. Donc, c'est aussi intéressant de mettre un nom et un éclairage dessus. De voir aussi des idées de campagne qui naissent, qui sont faites par les entreprises, parfois en tâtonnant un peu, mais qui sont géniales par ailleurs. Donc, c'est aussi pouvoir donner la parole et partager l'expérience. On est vraiment, tu vois, Inbound Marketing France, c'est un événement à but non lucratif et ce n'est pas juste pour faire joli, c'est une vraie valeur. ABM Experience, c'est exactement la même chose. C'est vraiment dans l'idée de partager, de grandir ensemble, d'avancer, de se donner des pistes de veille, de partager des choses qu'on a pu lire, voir, etc. Parce que c'est ça aussi qui fait que tout le monde avance dans un nouveau marché. C'est une super initiative en tout cas. Et je trouve que c'est vraiment de la valeur. Je pense que c'est le marketing, je te le dis franchement, pas de demain, mais d'aujourd'hui en vérité. Enfin, comme tu l'as dit, il faut faire un alliage des deux. C'est toujours la balance, comme on dit, qui est la meilleure formule. Je vais faire une devinette de l'account-based marketing. Eh ben, pas forcément, parce que si ton marché, si tu es sur un marché volumique, ça n'a pas de sens d'aller t'amener sur de l'ABM. Je pense que je te ferai d'abord te poser les bonnes questions. C'est-à-dire, j'ai pas de recette magique. C'est d'abord, on passe par une phase de questions indispensable. J'ai besoin de comprendre ton marché, tes forces, tes faiblesses, où est-ce que tu en es, etc. Et je partirais, si effectivement tu as 15 000 €, c'est un mix quick win. On n'a pas le temps d'attendre. On enclenche une première campagne. On fait, c'est pas mauvais de le dire comme ça, on fait les fonds de tiroir. Les entreprises ont énormément de contenu et l'ignorent le plus souvent. C'est-à-dire que quand tu arrives, on se dit « Ah non, on n'a rien, nous ». Et quand tu poses des questions, ça, ah mais si, alors effectivement, on a un truc qui est c'est éparpillé dans tous les sens et en fait, c'est hyper riche. Donc, on analyse l'existant, on en fait un condensé et on snack le contenu. Donc, on fait en sorte qu'à partir d'une même matière première, on puisse aller nourrir comme on démarre. On ne sait pas trop l'appétence de l'audience. C'est en faire une infographie, une version vidéo courte, du contenu court, snacké, un contenu plus long, téléchargeable si possible pour recueillir des coordonnées. Et puis surtout, le travail de fond à côté. C'est-à-dire que pour moi, tu ne peux pas faire l'impasse au regard de tout ce qu'on vient de se dire sur le fait d'être certain de ne pas se tromper et d'avoir les informations les plus fines pour aller chercher l'audience. Après, tu pourras toujours faire preuve d'agilité pour aller créer le bon contenu, etc. Mais si tu pars bille en tête et que les fondations ne sont pas solides parce que tu n'as pas pris le temps de t'assurer que tu parlais à la bonne personne, tu auras craqué ton budget pour rien. On n'est plus à l'époque où on faisait un très beau livre blanc et où ça représentait 80% du budget. Maintenant, c'est le contenu, à la limite, n'importe qui peut le faire. Enfin, je veux dire, avec le recyclage de ce qui existe déjà,
plus un accès à une main-d'œuvre qui est quand même de toute façon moins en moins chère sur le joli design, le beau packaging et le reste, la majorité du budget, c'est vraiment dans la recherche d'audience, si j'ai bien compris. En tout cas, dans l'enjeu que tu me donnes de dire, voilà, ton budget, comment est-ce que tu le rentabilises au mieux? Pour moi, la meilleure rentabilité à s'offrir à soi-même, c'est déjà de s'assurer qu'on parle aux bonnes personnes. Après, le contenu, il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise interprétation. Le contenu expert métier, c'est hyper compliqué à créer. Et ce n'est pas pour rien qu'on a une unité dédiée, nous, chez Winband, pour ça. C'est-à-dire que la connaissance produit, la connaissance métier, elle est au cœur de l'entreprise. En revanche, donc le savoir-faire, il est au cœur de l'entreprise. Le faire savoir n'y est pas toujours. C'est-à-dire que la capacité à créer du contenu qui s'adresse à une audience qui ne soit pas juste valorisation produit ou valorisation de marque, c'est assez compliqué. Donc, c'est un point qu'il ne faut pas négliger, effectivement. Écoute, et juste un dernier point, puisque tu parlais d'ABM, la petite subtilité qu'on oublie parfois, c'est de se dire, OK, si je reprends ton exemple de 15 000 €, je vais faire en sorte de faire venir du volume avec une stratégie inbound en ayant un site qui convertit bien. Tiens, ça, c'est un point aussi important. C'est-à-dire que si tu emmènes des gens sur un site qui est une passoire, pareil, tu as travaillé pour rien. Donc, à minima, c'est avoir quelque chose qui convertit. Et un point qui peut être subtil, c'est de dire, une fois que si je prends ton exemple, j'ai un livre blanc qui est assez efficace, c'est de dire celui-ci, je vais le personnaliser d'une certaine manière pour pouvoir aller capter des contacts clés. Et ça peut être juste glisser dans ta version digitale une première page avec un mot personnalisé pour quelqu'un. La personnalisation, tu peux le faire en podcast, intro, outro, personnalisé. Et c'est cette version-là que tu vas envoyer à Madame Dupont. Tu peux le faire en vidéo aussi. Sur LinkedIn, effectivement. Sinon, tout simplement par mail, isabelle.defay@winband.fr. J'imagine que tu mettras je mettrai tout. Coordonnées. Voilà, et puis, on a un site winband.fr. Il y a énormément de contenu à parcourir. Et puis, on a un site aussi qui s'appelle ABM Experience, où on peut retrouver le podcast dont tu as parlé. Ouais, vous êtes vraiment le cordonnier bien chaussé pour le coup. On essaye. Voilà. Bon, et